L'Algérie entre ses constitutions, du sang de l'indépendance au silence des réformes. Récit d'une évolution constitutionnelle de 1963 à 2026. Il existe des pays dont l'histoire constitutionnelle se lit comme un manuel de droit. L'Algérie n'est pas de ceux-là. Ici, chaque texte fondamental est né dans la douleur, dans l'urgence, dans le fracas des crises ou dans le murmure calculé des palais. Chaque virgule ajoutée, chaque article réécrit, chaque clause verrouillée porte en elle l'écho d'une rue en colère, d'un bureau présidentiel assiégé par les circonstances, ou d'un peuple content tantôt d'écouter, tantôt de faire taire. Raconter l'évolution des constitutions algériennes, c'est raconter l'Algérie elle-même, ses espoirs, ses trahisons, ses sursauts et ses silences. Ce récit commence en 1963, dans la poussière encore chaude d'une guerre de libération, et il nous mène jusqu'à aujourd'hui, en 2026, dans les couloirs feutrés du Palais des Nations, où se prépare ce que certains appellent une simple mise à jour technique, et que d'autres considèrent comme la plus grande recentralisation du pouvoir depuis l'indépendance. Chapitre 1er 1963, la naissance dans la tempête. L'été 1962 aurait dû être celui de la joie pure. Après 132 ans de colonisation française, après une guerre de libération qui avait coûté plus d'1 million de vies, l'Algérie était enfin libre. Mais la liberté, quand elle arrive, ne trouve pas toujours un pays prêt à la recevoir. À peine les drapeaux verts, rouges et blancs hissés sur les édifices publics, les luttes internes éclatent. Les chefs historiques de la Révolution se déchirent. On appelle cela la « crise de l'été 62 », un euphémisme pour décrire des affrontements armés entre frères d'armes, des rivalités de clans et de régions, une course au pouvoir dans un pays qui n'a pas encore de constitution, pas encore d'institutions, pas encore de règles du jeu. C'est dans cette urgence que naît la première constitution, en 1963. Il fallait donner un cadre, un semblant d'ordre, une base légale à cet État naissant qui menaçait déjà de se disloquer avant même d'avoir véritablement existé. Le texte est clair, presque brutal dans sa simplicité, le Front de Libération Nationale, le Front de Libération Nationale, est le parti unique. Il n'y en aura pas d'autre. L'unité nationale ne se discute pas, elle se décrète. Le régime est hyper-présidentiel, un homme, un parti, une direction. Pour les Algériens, le quotidien politique se résume à cela, on ne choisit pas, on suit. Le Front de Libération Nationale est à la fois le parti, l'État, l'administration et l'horizon. La démocratie attendra. D'abord, il faut construire un pays. Chapitre 2976, le temps du grand projet. 13 ans plus tard, l'Algérie a changé de visage. Houari Boumedienne, arrivé au pouvoir par le « redressement révolutionnaire » de 1965, un coup d'État militaire habillé de vocabulaire révolutionnaire, règne sans partage. Mais Boumedienne n'est pas un simple homme de pouvoir. C'est un bâtisseur, un idéologue, un architecte qui veut donner à l'Algérie un projet de civilisation. Avant même de toucher à la Constitution, il fait adopter la Charte nationale, un document fleuve qui définit ce que l'Algérie doit être, socialiste, anti-impérialiste, tournée vers l'industrialisation et la justice sociale. Puis vient la Constitution de 1976, qui grave dans le marbre les « trois révolutions, industrielle, agraire et culturelle ». L'État est le seul gestionnaire de l'économie. Il possède les usines, distribue les terres, contrôle l'éducation. Pour le citoyen algérien, le quotidien est celui d'un État omnipotent mais protecteur. On ne manque de rien ou presque, mais on ne décide de rien. L'emploi est garanti, le logement promis, la santé gratuite. En échange, on ne pose pas de questions. Le Front de Libération Nationale reste le parti unique, mais il est désormais adossé à une idéologie complète, un système total. L'Algérie de Boumedienne est un monde clos, cohérent, sûr de lui. Jusqu'à ce que Boumedienne meure, en décembre 1978, emportant avec lui le rêve et laissant derrière lui un système qui ne savait plus pourquoi il existait. Chapitre 3 1989, la rupture née du sang. 10 ans après la mort de Boumedienne, l'Algérie est méconnaissable. Le prix du pétrole s'est effondré en 1986, entraînant avec lui les revenus de l'État. Les usines construites à grands frais tournent au ralenti ou pas du tout. Le chômage explose. La jeunesse, cette génération née après l'indépendance, qui n'a pas connu la guerre et qui ne comprend pas pourquoi elle doit subir la pénurie dans un pays si riche, étouffe. En octobre 1988, la rue explose. Ce ne sont pas des manifestations politiques organisées.
Ce sont des émeutes de la faim, de la rage, du désespoir. Des jeunes, des adolescents parfois, descendent dans les rues d'Alger, de Bab el-Oued, d'Oran, de Constantine. Ils brûlent des bus, pillent des magasins d'État, affrontent les forces de l'ordre. La réponse est terrible, l'armée tire. On parle de centaines de morts. Des témoignages de torture émergent. L'Algérie découvre que son propre État peut retourner ses armes contre ses enfants. C'est dans ce traumatisme que naît la Constitution de 1989. Le président Chadli Bendjedid, acculé, comprend qu'il faut lâcher du lest. Et il lâche beaucoup. Le texte est révolutionnaire au sens propre. L'article 40 autorise le multipartisme. D'un trait de plume, le dogme du parti unique, vieux de 26 ans, est brisé. Du jour au lendemain, des dizaines de partis politiques naissent. Des journaux indépendants apparaissent. Les débats, jusque-là confinés aux cuisines et aux cafés, envahissent l'espace public. L'Algérie passe de la nuit au grand jour, éblouie, étourdie, peut-être pas tout à fait prête pour tant de lumière. Car parmi ces nouveaux partis, il y en a un qui monte plus vite que les autres, le Front islamique du salut, le FI. Et l'histoire, une fois de plus, va basculer dans le sang. Chapitre 4 1996, constitué sous les bombes. On appelle cela la décennie noire. 10 années de guerre civile, de massacres, de voitures piégées, de villages rayés de la carte, de journalistes assassinés, d'intellectuels abattus en pleine rue. L'Algérie des années 1990 est un pays qui se déchire entre l'armée et les groupes islamistes armés, tandis que la population civile meurt au milieu, prise en étau. C'est dans ce contexte qu'en 1996, une nouvelle constitution est adoptée. Son objectif premier n'est pas philosophique, il est vital, prouver que l'État existe encore, que les institutions fonctionnent, que la République n'est pas morte. L'innovation majeure est l'introduction du bicaméralisme. Désormais, le Parlement est composé de 2 chambres, l'Assemblée populaire nationale, élue par le peuple, et le Conseil de la nation, dont un tiers des membres est nommé par le président de la République. Ce tiers présidentiel n'est pas un détail technique. C'est un verrou. Il garantit que même si un parti radical remporte les élections législatives comme le FI avait failli le faire en 1991 avant l'interruption du processus électoral, il ne pourra jamais, à lui seul, modifier la Constitution ou les fondamentaux de l'État. Le Conseil de la Nation est un filtre, un frein, une assurance vie pour le régime. Pour les Algériens, le quotidien est celui de la survie. On ne pense pas aux subtilités du bicaméralisme quand on a peur de prendre le but, quand les faux barrages transforment les routes en pièges mortels, quand chaque soir pourrait être le dernier. La Constitution de 1996 est un acte de foi dans l'avenir, rédigé dans un présent de terreur. Chapitre V 2008, l'homme qui ne voulait pas partir. Le calme est revenu, lentement, douloureusement. Abdelaziz Bouteflika, arrivé au pouvoir en 1999, a porté la politique de concorde civile, puis de réconciliation nationale. L'Algérie panse ses plaies. Les prix du pétrole remontent. L'argent coule à nouveau. Les infrastructures poussent autoroutes, barrages, universités. L'Algérie semble renaître. Mais en 2008, Bouteflika arrive à la fin de son 2e mandat. Et la Constitution de 1996 est claire, 2 mandats, pas un de plus. Pour rester, il faut changer la règle. C'est ce qu'il fait. La révision constitutionnelle de 2008 supprime la limitation des mandats présidentiels. L'article 74, qui disait « le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois », est modifié. Désormais, un président peut se représenter indéfiniment. Pour beaucoup d'Algériens, c'est le moment où quelque chose se casse. Non pas dans la violence, il n'y a ni émeute ni coup de feu, mais dans la confiance. Le message est limpide, les règles ne s'appliquent pas à celui qui les écrit. La vie politique entre dans une période de stagnation. L'opposition n'existe sur le papier, mais elle est marginalisée. Le pouvoir se concentre autour d'un homme et de son cercle. On commence à parler du « système », ce mot qui deviendra, 10 ans plus tard, le cri de ralliement de tout un peuple. Chapitre 6 2016, les mots qu'on attendait. En 2016, une nouvelle révision constitutionnelle apporte un changement qui, pour des millions d'Algériens, dépasse largement le cadre juridique, tamazight devient langue officielle. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter loin aux décennies de déni, aux répressions du printemps berbère, de 1980, aux boycotts scolaires en Kabylie, aux morts du
Printemps noir, de 2001. Pendant des générations, une partie de la population algérienne s'est battue pour que sa langue, sa culture, son identité soient reconnues. La constitutionnalisation de Tamazight est une victoire symbolique immense, même si les défis de sa mise en œuvre pratique restent considérables. Mais derrière ce geste d'apaisement, une autre réalité se dessine. Bouteflika est malade. Depuis son AVC de 2013, il apparaît rarement en public. Le pays est gouverné par un fantôme ou, plus exactement, par l'entourage du fantôme. La révision de 2016 rétablit, ironiquement, la limitation des mandats à 2. Mais pour qui? Le président en exercice est déjà à son 4e mandat. La question de la succession hante le pays. Chapitre 7 2020, la constitution du Irak. Le 22 février 2019, l'Algérie se réveille. Ce jour-là, des millions de personnes descendent dans la rue. Pacifiquement? Joyeusement, presque. Ce mouvement, on l'appellera le Irak, le mouvement, en arabe. Sa cause immédiate, l'annonce de la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat, alors que l'homme est visiblement incapable de gouverner, incapable même de parler en public. Mais le Irak dépasse très vite la question de Bouteflika. Ce que la rue demande, c'est un changement de système. Pas un homme à la place d'un autre, un autre contrat social. La fin du système. La fin de l'opacité. La fin du mépris. Bouteflika tombe. Il démissionne le 2 avril 2019, poussé par l'armée autant que par la rue. En 2020, une nouvelle constitution est soumise à référendum. Le texte tente de répondre aux aspirations du Irak, limitation stricte des mandats, renforcement des libertés individuelles, rôle accru du Parlement, reconnaissance de la société civile. Le régime est qualifié de « semi-présidentiel équilibré ». Mais le référendum se tient dans un contexte de lassitude et de méfiance. Le taux de participation est historiquement bas, à peine un quart des électeurs se déplacent. Le Irak, qui refuse de cautionner un processus qu'il juge piloté par le système lui-même, boycotte massivement. La Constitution est adoptée, mais sa légitimité populaire est fragile. Chapitre 8 2026, le silence qui change tout. Et nous voici au présent. Le 25 janvier 2026, au Palais des Nations d'Alger, un homme se lève devant une assemblée de responsables politiques. Boualem présente 10 amendements à la Constitution et à la loi électorale. Devant le Premier ministre. Devant les représentants de 12 partis politiques. L'atmosphère est feutrée, presque routinière. On parle de « modification technique », de « levée de zone d'ombre », d'« harmonisation terminologique ». Et c'est précisément là que réside le génie ou la perversité de l'opération. Car lorsqu'on gratte le vernis administratif, lorsqu'on compare mot à mot les textes proposés avec la Constitution de 2020, ce qui apparaît n'a rien de technique. C'est une architecture nouvelle du pouvoir qui se dessine, dans le silence et dans l'indifférence. Premier amendement, le filtre académique. Pour être candidat à la présidence de la République, il faudra désormais justifier d'un niveau d'instruction. La mesure semble raisonnable qui voudrait d'un président ignorant. Mais posons la question autrement, qui décide de ce qui constitue un niveau d'instruction suffisant? Et surtout, qui cette barrière exclut elle? Un ouvrier brillant qui a passé 30 ans à comprendre les rouages de son pays. Un militant associatif qui a transformé sa commune sans jamais mettre les pieds dans une université. Un leader syndical charismatique dont le diplôme le plus élevé est un certificat d'aptitude professionnelle. Tous ces profils, désormais, seraient constitutionnellement interdits de présidence. C'est une barrière de classe inscrite dans la loi fondamentale. Et dans un pays où l'accès à l'enseignement supérieur reste inégal selon les régions et les milieux sociaux, c'est aussi une barrière géographique et sociale. Deuxième amendement, la main sur les territoires. Le président pourra dissoudre n'importe quelle assemblée communale ou de wilaya et convoquer des élections anticipées. La formulation est neutre, presque anodine. Mais sa portée est immense. Imaginons une commune où le maire, élu par ses concitoyens, s'oppose à un projet décidé par le gouvernement central. Une wilaya dont l'Assemblée refuse de voter un budget qui ne lui convient pas. Un territoire où l'opposition a remporté les élections locales et utilise sa majorité pour faire entendre une voix différente. Désormais, un décret présidentiel suffira pour tout remettre à zéro. Dissoudre l'Assemblée. Convoquer de nouvelles élections. Nommer un administrateur provisoire en attendant.
C'est un outil de pression considérable sur les élus locaux, un rappel permanent que leur légitimité électorale peut être annulée d'un trait de plume. Troisième amendement, la justice sous contrôle. C'est peut-être le changement le plus grave, celui dont les conséquences seront les plus durables. La Constitution de 2020 avait prévu que le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis conforme pour la nomination des hauts magistrats. Cet avis conforme signifiait que le président ne pouvait pas nommer qui il voulait, il devait obtenir l'accord du CSM. La révision proposée supprime cet avis conforme. Parallèlement, la composition du CSM est modifiée, les syndicats de magistrats, les parlementaires et le Conseil national des droits de l'homme en sont exclus. À leur place, le procureur général fait son entrée. Le résultat est mécanique, le CSM, vidé de ses composantes indépendantes, devient un organe purement technique, sans capacité réelle de résistance face à l'exécutif. Le président nomme les hauts magistrats sans contre-pouvoir. La justice algérienne passe sous contrôle direct de la présidence. L'indépendance judiciaire, cette promesse de 2020 née des cendres du Irak, est enterrée en silence. Quatrième amendement, le retour du ministère de l'Intérieur. L'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE, avait été créée comme réponse directe aux fraudes électorales dénoncées pendant des décennies. Elle devait être l'arbitre indépendant, l'organisme qui garantirait que les élections algériennes seraient enfin transparentes. La révision lui retire la logistique et la préparation matérielle des scrutins. Tout cela retourne au ministère de l'Intérieur et aux valises. C'est un retour pur et simple au système d'avant le Irak. Celui où le préfet nommé par le président organisait les élections. Celui que le peuple avait rejeté dans la rue, semaine après semaine, vendredi après vendredi, pendant plus d'un an. Cinquième amendement, le verrou de la succession. Le président du Conseil de la Nation, le deuxième personnage de l'État, celui qui assure l'intérim en cas de vacance du pouvoir, voit son mandat passer de 3 à 6 ans. La raison officielle invoquée est la stabilité institutionnelle. La raison officieuse est plus prosaïque, en doublant la durée du mandat, on s'assure qu'un homme de confiance reste en place suffisamment longtemps pour couvrir une transition, une crise, un imprévu. C'est un verrou supplémentaire dans l'architecture du pouvoir. Sixième amendement, la sémantique du commandement. Le dernier changement semble le plus anodin. Il s'agit d'harmoniser les verbes d'action dans la Constitution. Le président ne définit plus seulement la politique, il la conduit. Le Premier ministre. Il coordonne. En droit constitutionnel, les mots ne sont jamais innocents. Définir une politique, c'est en fixer les grandes lignes. Conduire une politique, c'est en être le maître absolu, du début à la fin, dans les moindres détails. Quant au Premier ministre qui coordonne, il n'est plus qu'un chef d'orchestre sans baguette, il met en musique les partitions écrites par un autre. La hiérarchie est désormais gravée dans la pierre constitutionnelle, un seul patron, un seul centre de décision, un seul homme. Chapitre 9. Ce que le peuple pourrait faire. Face à cette recentralisation silencieuse, certains juristes et militants de la société civile proposent des contre-projets. Non pas pour s'opposer par principe, mais pour rappeler que la Constitution n'appartient pas à ceux qui l'écrivent, elle appartient à ceux au nom de qui elle est écrite. L'initiative populaire. La première proposition est d'une audace considérable, inscrire dans la Constitution le droit pour les citoyens d'initier eux-mêmes une révision constitutionnelle. Actuellement, seul le président ou le Parlement peut proposer un changement. Le peuple n'intervient qu'à la fin, pour dire oui ou non lors d'un référendum. L'idée serait qu'une pétition réunissant 1% des électeurs inscrits, recueillis dans au moins 30 wilayas pour garantir sa dimension nationale, puisse déclencher un processus de révision. La Cour constitutionnelle vérifierait les signatures et s'assurerait que la proposition ne touche pas aux clauses d'éternité, ces articles que personne, jamais, ne peut modifier. Puis le Parlement débattrait. Et le peuple trancherait par référendum. C'est le passage d'une démocratie représentative pure où le citoyen délègue et attend à une démocratie semi-directe où le citoyen peut reprendre la main quand ses représentants ne le représentent plus. Le plafond d'âge. La deuxième proposition vise à empêcher la gérontocratie. L'idée est simple, pour être candidat à la présidence, il faut être âgé de moins de l'âge légal de départ à la retraite. Si un citoyen ordinaire doit partir à 60 ans, pourquoi le président de la République serait-il exempt de cette règle ?
Et pour éviter la manipulation, car l'histoire a montré que les hommes au pouvoir savent modifier les lois pour se maintenir, la proposition prévoit que toute modification de l'âge de la retraite ne puisse s'appliquer à l'élection présidentielle immédiatement suivante. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. La décentralisation intégrale. La troisième proposition est la plus radicale. Elle vise à transformer l'architecture administrative du pays en faisant élire directement par le peuple les maires, ce qui est déjà le cas, mais aussi les chefs de daïra et les présidents de wilaya, aujourd'hui nommés par le pouvoir central. Le chef de daïra deviendrait député, siégeant à l'Assemblée populaire nationale, portant directement au Parlement les préoccupations de son territoire. Le président de wilaya, élu au suffrage universel, siégerait au Conseil de la Nation, transformant la Chambre haute en véritable « Chambre des territoires ». C'est le passage d'un état de déconcentration où le pouvoir central envoie ses hommes dans les régions à un état de décentralisation où les régions envoient leurs élus au centre. Bien sûr, un tel système nécessiterait des garde-fous. Un président de wilaya élu pourrait-il défier l'État? Pour répondre à ce risque, les propositions prévoient une procédure de destitution encadrée, seul le président de la République pourrait la déclencher, uniquement pour des motifs graves, atteinte à l'unité nationale, blocage institutionnel majeur, faute pénale, et uniquement après avis conforme de la Cour constitutionnelle. En cas de destitution, de nouvelles élections seraient convoquées dans les 60 jours. Le peuple resterait toujours l'arbitre final. Épilogue: la question qui reste. L'histoire constitutionnelle de l'Algérie peut se résumer en 5 mots, un pour chaque époque. Souveraineté, en 1963 on crée l'État. Idéologie, en 1976 on définit le projet. Liberté, en 1989 on autorise la contradiction. Stabilité, en 1996 on structure le contrôle. Légitimité, en 2020 on intègre les revendications populaires. Et en 2026, quel mot résumera ce qui se passe aujourd'hui? Verrouillage. Recentralisation. Normalisation. Ou peut-être un mot plus ancien, plus familier aux Algériens que tous les autres, silence. Car c'est bien dans le silence que cette révision se prépare. Sans référendum, un simple vote parlementaire suffira, la majorité étant déjà acquise. Sans débat public véritable, les médias, pour l'essentiel, relaient le discours officiel de la mise à jour technique. Sans contestation organisée, le rire accès essoufflé, la rue est calme, et le pouvoir estime qu'il n'a plus besoin de faire semblant. La constitution algérienne a cessé, depuis longtemps, d'être un simple texte juridique. Elle est le miroir d'un rapport de force permanent entre un peuple qui aspire à la dignité et un pouvoir qui aspire à la pérennité. Chaque révision est un épisode de cette lutte. Chaque article modifié est un territoire conquis ou perdu. La question, aujourd'hui, est celle que chaque génération d'Algériens a dû se poser à un moment ou un autre de son histoire. Est-ce qu'on accepte? La réponse, comme toujours, n'appartient qu'au peuple. Et l'histoire, comme toujours, attend de voir ce qu'il en fera. Ce document est un travail d'analyse indépendant, fondé sur les textes constitutionnels algériens de 1963 à 2020 et sur les projets de révision présentés le 25 janvier 2026. Il est destiné à informer, à faire comprendre, et à ouvrir le débat. Parce que tant qu'on en parle encore, il reste un espoir. Pour aller plus loin. Si vous souhaitez obtenir davantage d'explications sur ces révisions constitutionnelles et sur les propositions alternatives, je vous invite à me rejoindre sur Facebook ou sur cette chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à y donner votre avis, à enrichir ces propositions par vos suggestions et vos réflexions, et à les partager largement avec vos proches. Votre nombre compte. Votre voix pèse. Plus nous serons nombreux à débattre, à questionner, à proposer, plus le pouvoir en place sera contraint de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Ce n'est qu'en réfléchissant ensemble à notre avenir commun que nous pourrons bâtir l'avenir que mérite notre nation. Car n'oublions jamais pourquoi nos ancêtres se sont battus, pourquoi ils ont donné leur vie, pour que chaque génération après eux reprenne le flambeau et poursuive le combat non plus par les armes, mais par la conscience, par le débat et par l'engagement. C'est une continuité sacrée, de génération en génération, pour une patrie forte, libre et digne, cette patrie si chère à nos cœurs.